Bonsoir, mesdames, messieurs les invités. Nous retrouvons autour de ce plateau dans le cadre du 6e débat, la série consacrée au bilan de mandat à mi-parcours du président de la République, Idriss Déby Itno. Nous recevons sur ce plateau M. Abdelkerim Seïd Bouch, ministre des Enseignements secondaires et de formation professionnelle, administrateur civil de son État. Il est titulaire d'une maîtrise en droit des entreprises. Madame Albatoul Zakaria, le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, enseignant de formation. Elle a été plusieurs fois ministre et député. Et M. Molbari Ngalao, inspecteur général de l'enseignement secondaire. Il est enseignant de formation, un professeur de philosophie et en même temps secrétaire national à l'information au bureau exécutif du 7. Avec eux, nous allons aborder ce qui a été réalisé pendant les 2 années du quinquennat du chef de l'État en cours. Monsieur le ministre, un an après le forum sur l'éducation, le système éducatif connaît toujours de failles. Quels sont les diagnostics qui ont été posés et quelles sont les pistes de solutions? Monsieur Abdelkerim Seïd Bouch. Merci, monsieur Ramad Deyassan. Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez en nous invitant à ce plateau pour débattre d'un certain nombre de questions relatives au secteur de l'éducation que nous avons en charge. Effectivement, vous venez de le dire, il y a un an que le forum de réflexion sur le système éducatif s'est tenu. C'était précisément l'année dernière, au mois de septembre. Et pour rappel, il faut dire que depuis les États généraux sur l'éducation nationale tenus en 1994, il n'y a pas eu une rencontre de ce genre d'envergure, si ce n'est que le forum sur le système éducatif tenu au mois de septembre 2012. Donc, ce qui a amené à la tenue de ce forum, c'est quoi? C'était parce qu'il y a un constat négatif qui a été fait dans le cadre du système éducatif et il va falloir réunir tous les acteurs du système éducatif, d'en débattre et de proposer des pistes de solutions pour essayer de dynamiser ou bien d'apporter des solutions aux problèmes qui minent le secteur éducatif. Et effectivement, à l'issue de ce forum, des débats ont été menés. Donc, les acteurs du système éducatif, que ce soit les enseignants, le gouvernement, les parents d'élèves, tous les acteurs du système éducatif, les experts en éducation, donc se sont réunis durant une semaine et ils ont diagnostiqué de fond en comble tous les problèmes qui minent le secteur de l'éducation. Et des propositions ont été faites, des recommandations ont été faites. Au total, il y a 22 recommandations qui ont été faites dans le cadre de ces forums et ces recommandations sont traduites en plans d'action qui doivent être concrètement exécutés. Et dans ce cadre-là, je crois que beaucoup de points ont été soulevés et beaucoup de pistes de solutions ont été livrées. Et entre autres, surtout la question du renforcement des capacités du personnel enseignant. Comme vous le savez, l'un des problèmes que nous traversons, que nous retrouvons dans ces domaines, c'est surtout l'insuffisance et le manque de qualification de nos enseignants. Ça, c'est un problème très, très crucial et que le forum n'a pas perdu de vue cet aspect. Entre autres problèmes, surtout dans le cadre de la formation professionnelle, il était question également de redynamiser ce secteur pour que ce secteur puisse également servir dans le cadre surtout de l'emploi ou de l'auto-emploi, surtout le cadre de la formation professionnelle. Il y a plusieurs en fait points de pistes de solutions qui ont été faites. Et voilà, récemment, je pense que le plan d'action du forum a été validé par les ministères concernés par
l'application des résolutions issues du forum. Et il ne reste qu'à transmettre ce plan d'action au gouvernement pour être approuvé. Madame Albatoul Zakaria, vous êtes le ministre de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Lors du forum sur le système éducatif tenu en septembre 2012, le chef de l'État a annoncé la renaissance de l'école tchadienne. Les infrastructures scolaires ne sont plus soucis pour la bonne marche de l'école au Tchad. A-t-on aussi un nombre suffisant d'enseignants qualifiés pour toutes ces écoles? Merci beaucoup. Je vous remercie pour... vous avez dit que... Est-ce que nous avons suffisamment d'enseignants pour pallier à ce problème? Je dirais que oui, on a quand même un certain nombre d'enseignants. Maintenant, notre problème, c'est que c'est suffisant ou c'est pas suffisant. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Actuellement, le gouvernement paye 9 635 fonctionnaires et 14 000 maîtres communautaires. Tout ça, c'est les personnels enseignants qui interviennent à l'enseignement fondamental. Et ce n'est pas suffisant. Si aujourd'hui le résultat n'est pas satisfaisant, c'est parce que la demande est très forte. Malgré tous les efforts du gouvernement, malgré les efforts de nos partenaires dans le système éducatif, y compris les parents et puis nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, malgré tout ça, nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, pu répondre à la demande d'éducation. Et c'est ça le problème fondamental même qui fait qu'on dit qu'il n'y a pas d'enseignants qualifiés. On forme dans les ENI, on forme dans les universités, dans les écoles de formation, on forme les enseignants. Mais sur le terrain, la forte démographie a fait qu'aujourd'hui, dans un village, vous avez dans des gros villages, vous avez des écoles et puis même des collèges. Ne serait-ce que dans les villages. Ça veut dire que l'école, vraiment, c'est beaucoup développé. C'est beaucoup développé, mais les moyens ne sont pas encore suffisants. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu accéder à toute la demande. Et c'est ça qui fait qu'on nous dit qu'il y a insuffisant d'enseignants. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne recrute pas, ce n'est pas parce que le gouvernement ne met pas les moyens, non. Malgré tous ces moyens-là, la demande est très forte. Madame le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas recruter les enseignants qui sont sortis des ENI et ils sont en instance en lieu et place de maîtres communautaires pour améliorer la qualité de l'enseignement au Tchad? Le problème ne se pose pas de cette manière parce que nous sommes toujours contraints à un budget. Nous sommes contraints à un budget. Et c'est par rapport à ce budget qu'on recrute les enseignants. Et les maîtres communautaires, c'est ça, c'est l'effort de la communauté, comme son nom l'indique, c'est l'effort de la communauté. Hein? Le gouvernement, quand on vote la loi des finances, on dit, bon, cette année, il y a un quota de 1000 ou de 2000 enseignants qui seront formés, qui sont déjà formés, mais nous formons 3000 par an. Mais on ne recrute que 1000. Donc il va toujours rester un dépôt quelque part qui attend. Et que ces communautaires-là ne sont pas compris là-dedans. Ces communautaires, c'est les parents qui les recrutent. C'est un contrat qui est fait entre l'association des parents d'une école donnée et l'intéressé lui-même, l'enseignant. Et puis, il vient, bon, il contribue aussi dans le système éducatif. Donc, nous avons toujours recruté les enseignants. Bon. Monsieur Mbolbari Ngalao, vous êtes inspecteur de l'enseignement secondaire et vous êtes professeur de philosophie et vous êtes sur ce plateau en tant que représentant du syndicat des enseignants du Tchad. Bon, que répondez à ceux qui accusent les enseignants de ne pas jouer véritablement leur rôle d'encadreur?
comme vous l'avez si bien dit, je suis ici au titre du syndicat des enseignants du Tchad parce que je suis le secrétaire national à l'information. Vous savez, généralement, au Tchad, c'est quand la chose est pourrie qu'on se réveille. Peut-être que nous y viendrons, mais c'est les derniers résultats du baccalauréat qui, me semble-t-il, ont réveillé les gens, alors que le système scolaire tchadien est mort depuis longtemps. Je reviendrai là-dessus. Mais en ce qui me concerne, lorsque vous dites que les enseignants ne semblent pas donner les résultats, oui, je vais pleinement voilà leur rôle. Bon, vous savez, les enseignants, c'est des fonctionnaires, pour la plupart, ils sont recrutés par l'État, et c'est l'État qui doit les gérer par rapport à des textes bien définis. Donc, ils ont des droits et ils ont également des devoirs. Mais du moment où ils ne font pas leurs devoirs, eh bien, il appartient à celui qui les a recrutés de leur signifier cela. Ce n'est pas au syndicat de rendre compte. Alors, ces résultats que nous déplorons, est-ce que c'est aux enseignants qu'il faut imputer la responsabilité? Non, je crois que nous y viendrons. La responsabilité est à partager et à plusieurs personnes et à des paliers différents. Non, oui. Monsieur Molbari, parce que les plus hautes autorités du pays ont toujours satisfait la quasi-totalité de revendications posées par les enseignants. Et dans la pratique aujourd'hui, on voit les résultats ne sont pas aux attentes des populations, ce qui fait qu'ils ont interpellé aussi les syndicats des enseignants. Bon, peut-être que je n'aurai pas la même lecture que vous par rapport aux efforts fournis par le gouvernement envers les enseignants ou bien envers l'éducation de manière générale. Mais loin de moi l'idée de faire la fine bouche, hein, nous reconnaissons qu'il y a un effort qui se fait. Mais si les résultats ne sont pas obtenus, il faut se poser la question. Est-ce que c'est parce que les efforts sont insuffisants? Est-ce que les moyens sont mal utilisés? Est-ce que les gens qui doivent en profiter sont-ils motivés? Il y a toutes ces interrogations. Alors, j'espère qu'avec vos questions, nous reviendrons en détail et nous situerons donc les responsabilités. Non, parce que certains responsables syndicaux ont reconnu même publiquement devant les hautes autorités qu'aujourd'hui, la vie des enseignants même a changé. C'est par rapport à ça qu'il y avait une interpellation. Et la qualité de l'enseignement, bon, ça reste à désirer, que ce soit dans la capitale ou bien dans l'RRPI. Donc c'est pourquoi il interpelle les syndicats des enseignants. Je souhaite ne pas revenir sur cette sortie qui a fait un tollé à l'époque, mais il faut reconnaître quand même que les autorités, les hautes autorités de ce pays, lorsque les syndicats, notamment en ce qui me concerne le syndicat des enseignants du Tchad, lorsque nous posons des problèmes, nous rencontrons plus ou moins une oreille attentive. Cela, nous devons le reconnaître. Mais est-ce que nos revendications sont aussi satisfaites comme vous le prétendez? Moi, je ne dirais pas à 100%. C'est Ngalaou, c'est pas moi. Ngolaou. Oui. C'est pas moi qui le prétendais. Oui. Donc certainement, quand on regarde autour de nous, Oui. les gens disaient que c'est le personnel le mieux loti parmi les agents de l'État. Et vous avez parlé de droits et de devoirs. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Bon, je déplore cette sortie à laquelle vous faites allusion, mais c'est une sortie qui peut se justifier, sauf que les termes n'ont pas été adéquats. Les termes dans lesquels cette affirmation a été faite n'étaient pas vraiment adéquats. Mais toujours est-il que les enseignants
ils reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement. Mais les enseignants également se disent que l'État pourrait faire mieux que ça. Et lorsque vous parlez des revendications qui ont été satisfaites, bon, ces revendications ont été satisfaites, mais lorsque nous voyons dans le contexte social du pays, eh bien, les résultats qui ont été obtenus se volatilisent. Alors, on est obligé de repartir à la case départ. Donc, les besoins ne sont en fait pas résolus. C'est pour cette raison que je dis que si à un moment donné nous avons l'impression que nos revendications ont été satisfaites, ben, à un autre moment, nous nous rendons compte qu'en réalité, nos problèmes ne sont pas pour autant résolus. Non, le problème d'interpellation de nos dirigeants, oui, parce qu'ils déplorent la qualité de l'enseignement, malgré les efforts fournis, donc les résultats ne sont pas aux attentes. Justement, la qualité, on peut y aller si vous voulez bien. La qualité de l'éducation au Tchad, ben, ce n'est pas aujourd'hui que nous devons la déplorer. Et nous ne pourrons pas dire que ce sont les enseignants seuls qui sont responsables de ce pourrissement. Non. L'État, qu'est-ce qu'il a fait pour que l'éducation au Tchad soit une éducation de qualité? L'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait. L'État a plutôt contribué à noircir l'image de l'école tchadienne. Rendez-vous compte, quelques décennies plus tôt, les élèves tchadiens étaient des élèves dont la compétence est reconnue partout ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'élève tchadien ne vaut plus rien? Il faut se poser cette question. Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement que l'école au Tchad n'a plus d'attrait. L'école n'a plus d'attrait. Les enfants ne sont pas motivés. Pourquoi doit-on aller à l'école? Si, par exemple, nous prenons l'administration, et là, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a une enquête parlementaire qui l'a prouvé. Nos administrateurs, la plupart, c'est des analphabètes. Et aujourd'hui, on tend à parler même des enseignants analphabètes. Alors, l'enfant irait à l'école pour faire quoi? Il n'est pas motivé. D'autant plus que son grand frère qui a mis tant d'années à l'école est là, avec des diplômes qui ne lui servent à rien. Mais il y a des raccourcis pour mieux vivre dans ce pays. Or, il appartient à l'État de faire en sorte que l'enfant comprenne qu'en allant à l'école, eh bien, il aurait une ascension sociale. L'ascension au Tchad maintenant, eh bien, ce n'est pas l'école qui le définit. Du moment où l'ascension n'est pas définie par l'école, que voulez-vous? Je parle sous la responsabilité des deux ministres, qui, surtout madame, un enfant, quand on parle par exemple de la vocation, mais la vocation, ça ne tombe pas du ciel. La vocation doit être motivée. Hein? Il faut, par exemple, si je veux devenir un footballeur, ben c'est parce que j'ai vu Messi, par exemple, exceller sur le terrain. Je vois, par exemple, ce que cela lui rapporte. Mais si l'école ne rapporte rien, je ne vois pas pourquoi l'enfant irait à l'école. Donc, pour que l'école ait une qualité, il faut d'abord que les enseignants, les élèves, d'abord comprennent l'intérêt de l'école. Et il appartient à l'État. Ces pays qui sont développés aujourd'hui, mais comment ils se sont développés? D'abord, ils ont privilégié l'éducation. Il faut privilégier l'éducation. Il n'y a rien, il n'y a pas de développement sans éducation. Madame Albatou Zakaria, vous êtes le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Comment vous appréciez les propos du secrétaire national à l'information du syndicat des enseignants du Tchad? Bon, ce que monsieur le secrétaire national du syndicat avait dit,
C'est tout à fait correct. Dans une certaine mesure, nous devons nous dire une chose. Et cela a été dit pas par nous ici, mais à travers le monde, que l'éducation est affaire de tous. Ça, c'est ce qui est important. Cette base de syndicat, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un ministère. Déjà, à travers le forum, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale en tant que tel, mais c'est tout un système qui passe par aussi bien l'éducation de base, le secondaire, la formation technique, la culture, la jeunesse, l'emploi, le préscolaire, c'est tout un système. Donc toute la société est impliquée. Et en premier lieu, les parents. Aujourd'hui, comme l'avait dit le camarade, le problème, c'est qu'on veut arriver vite. Et ça nous décourage en tant que gouvernement aussi. Tous les efforts que nous faisons pour que nos enfants réussissent, quelque part, la société ne voit pas. Ne voit pas nos efforts. Nous avons fait le maximum pour que les enseignants au niveau du syndicat soient à l'aise. C'est déjà une très bonne chose. Nous avons de bons rapports de partenariat entre le syndicat et le gouvernement. C'était un point positif pour que nos enfants puissent réussir. Mais de l'autre côté, cette mentalité de la société qui fait qu'il faut qu'en une année ou 2 années, il faut que l'enfant arrive. On a un système qui est là avec des règles bien définies. Hein, et comment il faut réussir. Toutes les conditions sont là. Il faut mettre l'enfant dans ces conditions-là pour qu'il réussisse. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que on fait autre chose. On fait autre chose et on plie parfois même les chines de nous autres qui sont responsables de l'école à différents niveaux. Pourquoi? Parce que on ne veut pas suivre le cursus normal. Et ça, c'est une erreur. Si on ne suit pas le cursus normal, on ne peut pas réussir. Bon, je ne veux pas être tout à fait d'accord avec mon collègue ici, syndicat, quand il dit qu'on ne motive pas. Non. Nous, comment on ne motive pas l'école? Mais si aujourd'hui, ceux qui ont réussi sont là, ils travaillent dans le système, aussi bien privé que public. Mais si l'école n'est pas attractive, c'est parce que les enseignants même, dans les classes, ils ne sont pas attractifs. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Donc, vous voulez dire que les enseignants, ils ont une part de responsabilité? Bien sûr. Ça, il faut qu'on le dise ici. Il faut qu'on le dise. Pourquoi je dis? Aujourd'hui, l'école est réduite seulement à la lecture, au calcul et à l'écriture. Mais ce n'est pas ça le programme de l'école. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut la nier. Je ne peux pas dire que dans toutes les écoles, mais dans la plupart de nos écoles, surtout dans le fondamental, l'école élémentaire, aujourd'hui, l'école est réduite à ces 3 disciplines. Parce qu'on n'enseigne pas l'éducation civique, on n'enseigne pas la morale, l'agriculture, moins encore les travaux pratiques, l'enseignement ménager, et ensuite tout ce qui fait former tout le paquet qu'il faut à un enfant pour qu'il devienne un bon citoyen demain. La citoyenneté, hein, le respect de l'autre, tout ça, ça n'existe pas. Hein. On se réduit seulement à l'écriture. On dit on n'a pas de moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Donc, non. selon vous... Donc, il ne faut pas dire qu'on n'attrait pas. Si on veut faire cette attraction, il faudrait qu'un effort aussi soit fait dans la classe. Hein. La classe n'est pas balayée, la classe est sale, il n'y a pas de décor dans la classe, les travaux pratiques sont purement et simplement annulés dans nos écoles, elles n'existent pas. Et me dites ça, qui va le faire? C'est l'enseignant qui va le faire. Vous allez me dire que bon, le gouvernement n'a pas formé les gens à l'école normale. Peut-être à un certain moment, non. Mais quand même, il y a eu des enseignants formés dans ce sens-là. Mais ne rejetez pas tout. Si l'école n'est pas attrayante, si aujourd'hui elle n'attire pas, c'est parce que nous, enseignants aussi, nous n'avons pas planté le décor qu'il faut. Nous ne préparons pas nos classes, nous venons, nous collons une lecture au tableau et puis c'est tous les enfants n'ont qu'à se débrouiller. Et ça, c'est une réalité.
Ça, c'est notre responsabilité. Merci, monsieur Ramat, si vous le permettez. Bon, pour revenir un peu. Quelque chose à ajouter effectivement, tout ce qui a été dit. Par rapport à ce qui a été dit par le représentant, monsieur Bolmaré, moi, je ne partage pas entièrement son avis. Et je suis d'autant plus surpris dans la mesure où il dit que le gouvernement n'a rien fait et le gouvernement contribue à noircir le tableau. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, peut-être qu'il se contredit même un peu avec ce qu'il a dit tout au début. Les efforts du gouvernement sont notoires. Les efforts du gouvernement sont visibles. Le gouvernement, c'est un gouvernement responsable. Le gouvernement ne peut pas contribuer à noircir le tableau du système éducatif. Je pense que le gouvernement est conscient. Le gouvernement est en train de faire des efforts pour que nous puissions sortir de cette situation difficile que nous traversons actuellement dans le cadre du système éducatif. Je pense que le gouvernement est en train de prendre des dispositions, des mesures utiles. Je venais de le dire tout à l'heure, la tenue du forum, c'est pour apporter des solutions. C'est pour apporter des solutions et faire en sorte que le système puisse renouer avec les pratiques d'antan. Et c'est vrai, les contextes ne sont pas les mêmes. Quand il dit qu'il y a de cela 15 ans, 10 ans, l'école n'était pas ça. Mais la population est scolaire. Il y a de cela 15 ans ou 20 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Hein? Et je pense que ce n'est pas aussi juste de dire que le gouvernement n'a rien fait. Et vous savez, le système éducatif, il y a plusieurs partenaires. Hein? Il y a les enseignants, il y a les élèves, il y a les parents d'élèves. C'est un système. Et je pense que comme il vient de le dire, je suis un peu d'accord avec lui, les responsabilités devraient être partagées. Mais dire que c'est seulement les élèves qui sont à l'origine et ils n'étudient pas, non, c'est pas vrai. Il y a des élèves qui étudient également, mais l'enseignant également, il doit s'acquitter de ses obligations. L'enseignant, comme on le sait, c'est un modèle, c'est lui qui façonne la société. Mais qu'est-ce que nous remarquons maintenant parmi les enseignants? Il y a des enseignants où ils n'ont même pas la conscience. Certains, peut-être, ils viennent, la conscience professionnelle, certains, ils viennent dans l'éducation juste par opportunisme. Et c'est vrai, aujourd'hui, la plupart des enseignants qui sont recrutés dans le cadre régulier de la fonction publique, c'est des universitaires. C'est des enseignants qui sont sortis tout droit de l'université et ils n'ont pas eu la chance d'être formés pédagogiquement. Les b.a.-ba de la pédagogie. Les b.a.-ba de la pédagogie, parfois, ça manque. C'est vrai, ces enseignants auront beau avoir des connaissances, mais s'ils n'ont pas la pédagogie pour transmettre le savoir, c'est un problème. Et peut-être c'est le cas pour certains enseignants. C'est le cas pour certains enseignants. Et d'autre part, c'est vrai, il y a des élèves également qui doivent encore fournir d'efforts. Et dire que l'école n'est plus attrayante, je ne le pense pas. L'école continue toujours par attirer. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons un effectif au niveau du bac de presque 70 000 et quelques. Donc il y a une évolution exponentielle. Et cette évolution est due à quoi? Est due vraiment à cette prise de conscience. À cette prise de conscience des élèves et des parents. Les campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans le cadre peut-être de l'éducation pour tous a fait que vraiment la population scolaire a évolué de façon exponentielle. Et peut-être les moyens de l'État n'ont pas suivi le rythme de croissance. Ça, c'est également un fait qu'il faut le relever. Est-ce que vous partagez le point de vue quand il disait que ce sont les résultats enregistrés au baccalauréat session de juin 2013 qui a suscité ces réveils? Bon, ça peut être également un des éléments fondamentaux, d'accord, mais il y a d'autres facteurs également. Moi, je l'ai retracé tout au début. Avant le forum de 2012, il y avait également les États généraux de 1994 et qui avaient un objectif également d'essayer de trouver des correctifs, d'apporter des correctifs et des solutions aux problèmes qui se posaient en ce temps-là. Et voilà, les États généraux de l'éducation de 1994 ont été renforcés par le forum éducatif. Et là, c'est depuis quelques années, effectivement, comme il le dit, que nous avons commencé à enregistrer vraiment des résultats un peu catastrophiques. Donc, de 2009, où le taux d'admission était de 33%, on est redescendu à 9 en 2012 et maintenant à 8,71 à la première série de preuves. Donc, c'est vrai, si on essaie de faire une comparaison, c'est presque le même résultat de cette année et puis l'année dernière. Mais tout compte fait, c'est vrai, il y a un problème.
il y a un problème qui se pose, un problème fondamental qui se pose au niveau du système éducatif en général. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu de s'accuser, de jeter l'anathème ou bien la responsabilité. C'est vrai, les responsabilités sont partagées, elles seront partagées. Il y a la part des parents d'élèves, il y a la part des élèves, les enseignants aussi, il faut qu'ils reconnaissent leur tort. Et je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts. Et les efforts sont visibles. Les efforts sont visibles, ça, la construction des infrastructures et autres. Aujourd'hui, ça c'est un fait indéniable. Le recrutement chaque année au niveau de la fonction publique des personnels enseignants, ça c'est également un fait. Et tout ça, c'est pour parvenir, c'est pour arriver à ce que ce système-là soit un système aussi parfait comme les autres systèmes dans les autres pays. Et je pense que nous avons un chemin, nous allons cheminer ensemble, que nous veillons ou pas, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, nous sommes tous des partenaires en éducation et je pense que nous sommes tous interpellés. C'est quelque chose qui concerne l'ensemble. Ce n'est pas seulement la responsabilité des enseignants, pas seulement la responsabilité des élèves ni les parents d'élèves, mais nous sommes tous plus ou moins responsables et les responsabilités devraient être partagées. Et madame, la fois passée, si j'ai une bonne mémoire, lors de votre rencontre avec le chef du gouvernement, vous avez aussi accusé les politiques. Vous pouvez nous expliquer l'implication des politiques dans le système éducatif tchadien? Cette politique que nous voulons, c'est-à-dire, pour nous, la politique, c'est quoi? C'est qu'il y ait, à la fin de la chaîne, des Tchadiens qui vont prendre la relève. C'est ça la bonne politique. C'est ça ce que nous cherchons. Si moi, j'ai dit, bon, l'intervention du politique, je voudrais que l'intervention du politique aille dans ce sens-là. Fasse en sorte que, à la fin de la chaîne, hein, en matière d'infrastructure, en matière de formation, en matière de tout ce qu'on a, hein, responsabilité et autres, à la fin de la chaîne, c'est qu'on a un produit fini qui est bon pour le marché. Est-ce que vous ne déplorez pas l'émission de certains responsables, bien sûr politiques, qui s'interfèrent dans les affectations des enseignants? Oui, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut coller à notre société. C'est notre société-là qui fait ses règles et elle-même, elle revient, elle les défait. On dit, bon, aujourd'hui, nous, on veut faire la promotion de la langue arabe. Il faut des enseignants arabophones dans toutes les écoles. On veut faire la promotion de l'éducation des filles, de redéployer le personnel féminin dans toutes les écoles du Tchad pour encourager les filles à venir à l'école. Mais ça, c'est des déclarations que nous faisons, c'est ça la politique. Et nous voulons arriver à ça. Mais notre société, telle qu'elle est faite, fait que non. Mais celle-là, elle est mariée, elle doit rester à côté de son mari. Celui-là, il est ceci, et son père est malade, il ne doit pas sortir de N'Djamena, ceci. Donc, et le poids de cette société fait que tout gouvernant fléchit. C'est ça ce que j'appelle l'émission du politique. Bon, vous venez de parler de la scolarisation des filles. Nous sommes à quel stade? Moi, je pense que le stade est très avancé. Très avancé, vraiment. Du point de vue plaidoyer et autres, tout le monde a compris que vraiment la scolarisation des filles contribue au développement. Et on a vu, on a cité beaucoup d'exemples. Et aussi, aujourd'hui, même dans les villages, on a beaucoup de filles qui vont à l'école. Maintenant, le problème qui reste, c'est le maintien et l'achèvement. Mais aller à l'école, maintenant, tout le monde va. Et quel est le taux actuel de l'alphabétisation? Le taux d'alphabétisation, il est inférieur à 30%. Donc, vous trouvez que c'est un peu à la hausse ou bien en baisse? Bon, en général, nous, on ne calcule pas le taux de l'analphabétisme ou de l'alphabétisation. Ça se fait en général pendant les recensements généraux de la population. Quand on fait des enquêtes, on fait est-ce que celui-là il est lettré ou il n'est pas lettré, il est analphabète, on fait. Nous, ce que nous faisons, c'est qu'en début de campagne, en fin de campagne, comme on a alphabétisé. Mais la question que vous posez, c'est pour savoir le taux au niveau national. Au niveau national, il est inférieur à 30%. Puisque l'analphabétisme est à 78%, ça veut dire que le taux d'alphabétisation est inférieur à 30%. Monsieur le ministre des enseignements secondaires et des formations professionnelles,
les avancements des enseignants amènent beaucoup d'entre eux à quitter leur lieu d'affectation en pleine année scolaire pour venir à N'Djamena, abandonnant ici les élèves avec le résultat qu'on connaît. Ne faut-il pas décentraliser les systèmes? Ce que vous venez de soulever, ça c'est un problème qui nous préoccupe à plus d'un titre. Et comme vous le savez, la centralisation de la gestion des carrières des enseignants au niveau de la capitale cause beaucoup de désagréments, cause beaucoup de préjudices au bon fonctionnement de nos établissements scolaires en province. Et là, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous et je pense que nous devons plus mettre à profit la présence des délégations, telles que la délégation de la fonction publique, des finances dans les différentes régions. Aujourd'hui, toutes les régions sont dotées de ces délégations. Il est tout à fait normal pour le bon fonctionnement de la gestion du personnel enseignant qu'on puisse décentraliser la gestion, surtout des avancements des titularisations. Aujourd'hui, ce qui perturbe le plus, et comme vous le dites, en pleine année scolaire, un enseignant est obligé de quitter son lieu d'exercice pour venir ici à N'Djamena pour suivre son dossier. Et vous savez, aujourd'hui, le suivi n'est pas automatique. Tant que vous ne bougez pas, votre dossier va toujours rester entier. Et ça, c'est quelque chose à déplorer. Et je me le veux que pour les années futures, pourquoi pas à partir de 2013, qu'on puisse trouver une solution le plus rapidement possible pour permettre à ce que ces enseignants soient maintenus dans leurs localités respectives. Et là, ça contribue énormément, vraiment, à, je dirais peut-être, écouler une année tranquille sans perturbation, puisque c'est les élèves qui en pâtissent. Le plus souvent, c'est les élèves qui en pâtissent. Un enseignant, il quitte en pleine année scolaire, il prend une autorisation juste pour une semaine ou 2 semaines, mais il peut facilement mettre 1 mois, 2 mois, voire même 2 mois. Et entre-temps, il n'y a pas un remplaçant et les élèves perdent comme ça. Et là, ça, c'est la plupart des cas de nos établissements dans les localités, en dehors de N'Djamena. Donc, vous trouvez vraiment ces cas-là, et c'est similaire aussi pour toutes les régions. C'est pourquoi, vraiment, moi, j'appuie beaucoup cette initiative. Je suis parfaitement d'accord à ce qu'on puisse décentraliser, ne serait-ce que pour permettre à ce personnel enseignant-là d'être dans leurs localités respectives et de s'adonner à leurs activités pour lesquelles ils sont affectés. Là, vraiment, c'est un problème très, très important pour Monsieur le ministre, pourquoi vous lancez la rentrée scolaire en 2 phases? Vous parlez de la phase de la rentrée administrative et puis de la rentrée des classes. Pourquoi cela? Oui, bon, la rentrée administrative, ça concerne d'abord l'administration des différents établissements pour qu'ils puissent préparer effectivement la rentrée normale des cours des élèves. C'est-à-dire qu'il faut des inscriptions, il faut préparer beaucoup de choses, les matériels, la programmation et tout ça. C'est un préalable d'abord. C'est pour préparer administrativement la rentrée effective des élèves. Vous lancez la rentrée à la mi-septembre, oui, et la rentrée des classes c'est le 1er octobre. Mais on constate que dans certaines régions, le cours commence même en décembre ou en janvier. Bon, vous savez, pour ce qui concerne notre département, toutes les dispositions utiles devraient être prises. Mais ce qu'aujourd'hui vous dites que les enseignants, on devrait les déployer également à temps, mais ça ne dépend pas également à 100% de notre département, dans la mesure où nous attendons parfois le recrutement de ces personnels. Mais le recrutement, parfois, ça tarde. Parfois, ça tarde. Pour l'année peut-être l'année 2013-2014, nous, on devrait mettre à notre disposition 500 enseignants pour les secondaires. Et là, c'est la fonction publique qui devrait opérer le choix à travers leur banque de données. Nous, on exprime les besoins. Par exemple, on veut tel nombre de professeurs, tel nombre de professeurs. Et la fonction publique, compte tenu de leur banque de données, nous recrute ces personnels. Mais ce que nous constatons souvent, c'est que ce recrutement vient un peu avec retard, et c'est ça qui fait que vraiment, parfois, à part les mutations opérées dans le cadre du CONAM, ça c'est quelque chose qui ne dure pas et c'est automatique, et puis ces enseignants seront également acheminés dans les nouveaux postes d'emploi, mais pour les nouveaux recrutements, il y a effectivement ce retard-là, et donc cela ne dépend pas entièrement de nous. Mais si ce recrutement a été fait rapidement, donc nous allons les déployer automatiquement sur le terrain. Madame Albatoul, vous gérez aussi l'enseignement fondamental et l'alphabétisation. Comment vous avez apprécié les travaux ou bien les résultats de la dernière CONAM? Nous avons des textes qui régissent la CONAM
Et si certains dossiers sont rejetés, c'est peut-être ces dossiers ne remplissent pas les conditions. Sinon, on ne rejette pas à la CONAM. Pour le dossier, on regarde les cas. Est-ce que c'est un cas de maladie? Est-ce que c'est la personne, elle a quelques 2 ou 3 ans de la retraite? Est-ce que c'est une personne qui a une famille nombreuse? Est-ce que la personne dans une zone difficile? Donc, quand il y a des requêtes particulières, on les examine dans ces cas. Mais en général, on a des textes qui disent que tous les 4 ans, l'enseignant peut demander à être affecté ailleurs. Et je ne pense pas qu'on n'a pas eu de problème en ce qui concerne la dernière CONAM. Tout est bien passé. Monsieur le ministre des enseignements secondaires et de la formation professionnelle, lors de votre rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, d'importantes décisions ont été prises. Il s'agit, entre autres, les regroupements des lycées dans les chefs-lieux de région et de département. Comment vous appréciez cette décision? Bon, c'est une décision qui émane de la plus haute autorité. Donc, nous, on se doit d'appliquer les mesures jugées utiles par les plus hautes autorités. Et je pense que par rapport à cela, j'ai rapidement mis sur pied un comité de mes techniciens. Et actuellement, donc, les techniciens sont en train de travailler. Il faut d'abord un travail préalable. Et puis les mesures qui s'imposent vont être prises. Et je pense que la décision qui a été prise par le Premier ministre, c'est pour rationaliser en quelque sorte la gestion de ces personnels. Vous savez, il n'est un secret pour personne. Il se pose un manque criard de personnel, surtout dans le domaine scientifique. Aujourd'hui, si le taux d'échec est très élevé dans les disciplines scientifiques, c'est dû en partie à ce manque-là. À ce manque, nous n'avons pas suffisamment de professeurs de mathématiques, de physique, chimie. Le peu que les instituts universitaires nous les forment, on les recrute, mais ils sont insuffisants compte tenu des besoins nouveaux qui naissent. Et le fait de regrouper peut-être les lycées qui sont créés dans les villages, un peu dans les cantons, dans les grands centres, c'est beaucoup plus pour répondre à ce souci, pour qu'il y ait le maximum de personnel qui puisse enseigner ces disciplines où on n'en trouve pas parfois les professeurs. Mais là également, ça risque de créer également d'autres problèmes. Peut-être le problème d'accès, est-ce que nous avons suffisamment d'infrastructures, malgré que le gouvernement a fait des efforts considérables, la construction de nouveaux lycées et autres, maintenant avec cette donne. Donc c'est pourquoi, et je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier et nous allons proposer quelque chose à la prière. Monsieur le secrétaire national à l'information au bureau exécutif du syndicat des enseignants comment votre organisation a apprécié cette décision? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous dire que le problème que nous avons au Tchad, c'est le manque de la gestion rationnelle des ressources humaines, et le manque d'application des textes. Maintenant, on se lève et on trouve que les enseignants sont en nombre insuffisant. Mais à moins que madame et monsieur les ministres acceptent de se taper sur les doigts. Mais lesquels qui gèrent ces enseignants? Quand par exemple cet enseignant qui vient à peine de quitter le banc d'école, on préfère l'envoyer comme surveillant. Qui va les enseigner? Or, cet enseignant doit d'abord enseigner pendant un certain nombre d'années avant d'être promu. Le professeur qui vient d'être recruté, on préfère l'envoyer comme censeur ou bien comme proviseur. Mais qui va enseigner finalement? Est-ce que c'est ces vieux croulants-là qui doivent continuer à rester créés en main? Mais non. Les jeunes qui sont recrutés, il faut d'abord les utiliser rationnellement. Non, oui, monsieur... je reviens à votre question. Je finis d'abord avec le manque d'application des textes. Les regroupements des lycées. On fait comme si au Tchad, il n'y a pas eu de texte pour la création des établissements. Madame la ministre, dans votre ministère, il y a des textes. Monsieur le ministre, il y a des textes. On ne crée pas un établissement comme ça. Pourquoi maintenant on se revient, on dit on va regrouper? Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas eu application des textes. Donc,
Maintenant, c'est une bonne chose de regrouper. Mais il faut avoir la volonté de faire ça de manière sereine et de manière positive. Parce qu'il y a certains établissements, vous prenez, par exemple, certains établissements du secondaire, hein, de la 6e en terminale, vous ne pourrez même pas obtenir une classe. Pourquoi permettre la création de tel établissement? Du moment où on déplore la gestion. La ministre de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation, je pense qu'elle a abordé ce sujet. Oui. Elle a déjà parlé de l'émission de la politique. Donc, quand vous voyez, certains établissements sont un peu décimés et le nombre d'élèves même n'est pas important. Oui. Et on crée un lycée. Oui. Donc à ce sujet, donc, je pense que madame a déjà répondu. Oui, mais justement, je voudrais dire un mot par rapport à cela. De hauts responsables qui parlent de l'émission, mais à qui ces responsables font-ils allusion? L'émission de politique, allusion est faite au président de la République. Parce qu'après tout, ce sont des ministres. Hein? Il leur appartient de gérer. Alors, qui s'immisce sur le plan politique? Point d'interrogation. Alors, moi je dis que pour ces établissements, c'est une bonne chose que le Premier ministre pense à leur regroupement. Parce que ça fait vraiment désordre. Ça fait désordre. Moi, je suis du Logone oriental. À mon époque, dans tout le Logone oriental, il n'y avait que 2 CEG. Le CEG de Mbaye-Bokoum et le CEG de Doba. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans le Logone oriental, vous allez trouver des établissements dans les villages, dans les cantons. Mais laissons le Logone oriental. Venons ici à N'Djamena. Monsieur le ministre, prenez par exemple le lycée de Sabangali. Est-ce qu'il a une raison d'être? Quand il y a le lycée Félix Eboué ici, il y a le lycée de la Concorde. Faut-il vraiment créer un lycée à Sabangali? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Tout à l'heure, il m'a semblé écouter la forte demande. Mais moi, j'ai fait un tour. Hein. Le lycée de Sabangali, la classe de terminale n'a que 30 élèves. Alors, est-ce que c'est ça la forte demande? Mais non. Ça signifie qu'il y a une gestion qui n'est pas du tout saine. Et il est temps de réfléchir à cela. Donc, je pense bien que le Premier ministre a raison. Mais il ne suffit pas de dire que les écoles ne doivent, les lycées ne doivent plus être dans les cantons, les lycées ne doivent plus être dans les sous-préfectures. Non. Il faut techniquement réfléchir. Parce qu'il y a des textes qui existent. Est-ce que les critères sont respectés? Et si c'est un canton avec une forte population, si les demandes sont là, on peut ouvrir, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut répondre juste à un député, ou bien oui. Parce que les hautes autorités ont constaté que les compétences au niveau de l'enseignement, que ce soit fondamental ou secondaire, sont dispersées. C'est pourquoi ils ont pris pour le regroupement. Ben justement, mais qui a facilité cela? Ces établissements sont créés avec la bénédiction des responsables. Voilà. Tout comme quand vous parlez des insuffisances, les enseignants, c'est vrai. Sur le plan national, on constate une carence. Mais il faut également reconnaître que on gère très mal. On gère très mal. Hein, le peu de ressources que nous avons, on les gère très mal. Donc, il faut une volonté politique et il faut également responsabiliser les gens. Hein, il faut responsabiliser les gens. Et on parle de la qualité, on n'a pas approfondi l'idée. Mais au Tchad, il n'y a pas un personnel d'encadrement. Il n'y a pas un personnel d'encadrement. À l'élémentaire encore. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire national à l'information, oui. Il y a, en ce qui concerne le programme d'encadrement, il y a des inspecteurs qui ont été formés au niveau de l'ex-I7 ou bien de l'actuel l'ENS. Oui. À l'élémentaire. Peut-être le problème se pose au niveau du secondaire. Oui, mais même à l'élémentaire, d'abord, ils sont en nombre insuffisant. Et 2, on ne leur donne pas les moyens. Et 3, ils n'ont pas d'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas d'autorité? Mais ce qui fait qu'ils n'ont pas d'autorité, oui. C'est le fait que l'inspecteur
il ne peut pas rappeler à l'ordre son agent parce que son agent est cousin du ministre ou bien cousin à n'importe quelle autorité. C'est simplement cela. Si cet inspecteur veut faire son travail, alors on va le muter. Ou alors il perdra sa place tout simplement. Madame, je n'ai pas fini s'il vous plaît. La qualité de l'éducation, ce n'est pas à la sortie de forum. Nous savons les problèmes de l'éducation. Nous les connaissons. Et moi je dis que si au Tchad, chacun de nous fait tout simplement son travail, les vaches seront très bien gardées. Mais c'est parce qu'on empiète sur les terrains des uns et des autres. Le censeur, il ne peut pas demander de compte au professeur. Le proviseur ne peut pas demander de compte. Le directeur du CG ne peut pas demander. Mais finalement, comment l'agent peut travailler? Et tout à l'heure, quand je disais que madame et monsieur le ministre sont en train de se taper sur les doigts, c'est parce que c'est eux qui gèrent ces agents, ce n'est pas le syndicat. Ce n'est pas le syndicat qui les gère. Quand vous parlez des agents qui ne regagnent pas leur poste, est-ce que c'est au syndicat de faire en sorte que les agents regagnent leur poste? Le syndicat ne peut donner que des conseils en disant, écoute, tu as des droits et bien tu as également des devoirs. Mais lorsque ces devoirs ne sont pas satisfaits, eh bien c'est le patron, c'est au patron de sévir. Je pense que personne n'a dit que c'est le syndicat qui doit gérer les personnels. Non, on n'a pas dit ça. Et comme vous venez de le dire, il se pose un problème sérieux en ce qui concerne le personnel d'encadrement. Là, je conviens avec vous, les inspecteurs et tout ça. Il y a d'abord un problème de formation. Nous n'avons pas assez de personnel d'encadrement formé dans ce sens. Et même ceux qui sont formés, je pense que les moyens seront également affectés. Certains ont les moyens, mais je pense qu'il faut également que les uns et les autres assument les responsabilités. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que l'inspecteur ou bien le censeur ne peut pas prendre telle ou telle décision, mais s'il n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités, il n'a qu'à démissionner. Aucun inspecteur n'a démissionné pour dire qu'on ne me laisse pas faire mon travail, ni quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est une fuite de responsabilité. Il est temps que chacun, à son degré, puisse s'assumer. Je pense que ça, c'est la meilleure des choses pour qu'on puisse avancer. Au lieu de s'accuser, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que comme ça. C'est des suppositions. Non, il faut qu'ils s'assument. Qu'ils s'assument. S'ils prennent les responsabilités, s'ils prennent les mesures qu'ils s'imposent, ils sont les responsables au niveau de leur poste et de leur fonction. Mais qu'ils s'assument. Personne d'autre ne viendra le faire. Le ministre doit s'assumer. Absolument, le ministre doit s'assumer. Le ministre doit s'assumer. Peut-être Mme Albatou Zakaria aussi a son mot à dire par rapport à certains responsables en charge de l'éducation qui n'arrivent pas à faire la situation, c'est-à-dire rendre compte à la hiérarchie. Oui, bon, en ce qui concerne les responsables qui ne rendent pas compte à la hiérarchie, bon, nous dirons tout simplement que peut-être soit ils fuient leurs responsabilités, soit qu'ils sont complices avec leurs agents. Même si leurs agents font de mauvaises choses ou ne sont pas à mesure, ils sont complices. Et ça, ce n'est pas pardonnable du tout. Parce que quand on donne une petite responsabilité, soit petite qu'elle soit, il faudrait bien qu'on l'assume. Et que si, comme je l'ai dit au tout du début, c'est-à-dire que si chacun à son niveau, à chacun à son niveau, fait ce qu'on lui demande, à la fin de la chaîne, on arrivera au bon résultat. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que peut-être, comme le ministre l'a dit, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Chacun d'entre nous va prendre ses responsabilités. Nous allons nous assumer à divers niveaux. Et, Inch'Allah, peut-être on arrivera à de bons résultats pour la prochaine rentrée. Merci. Bon, on me fait signe que l'émission tire à sa fin. Monsieur le ministre, continue l'information pour ce jour. Peut-être vous avez votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure et nous l'avons tous déploré, c'est que notre système éducatif souffre d'une maladie. Et ce n'est pas une maladie incurable.
je pense qu'il existe des remèdes. Et lors du forum sur le système éducatif, je pense que le diagnostic a été fait. Les gens ont fait le diagnostic, ils ont dit que le système souffre de telle maladie. Maintenant, il faut administrer le bon remède. Ce qui nous reste, c'est d'administrer le bon remède. Et il ne sert à rien de jeter l'anathème sur tel ou tel. Je pense que nous sommes tous embarqués dans le bateau et nous avons une responsabilité qu'on devrait l'assumer, cette responsabilité. Et je pense qu'il faudrait qu'on change de mentalité, surtout la renaissance, c'est le changement de mentalité également. Et donc, j'ose espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et je pense que ce n'est pas un résultat immédiat. Ce n'est pas un résultat immédiat, mais peut-être c'est un résultat à moyen et long terme qu'il faut s'attendre. Et je pense que la machine est déjà lancée et nous espérons tous aboutir à un meilleur résultat. Monsieur... Bon, tout à l'heure, peut-être que ma réflexion a été mal interprétée. Je ne méconnais pas les efforts qui sont faits par le gouvernement. Mais je dis et je redis que l'éducation, c'est l'affaire du gouvernement d'abord. Parce que c'est le gouvernement qui a une politique bien définie. C'est le gouvernement qui sait ce qu'il doit faire de sa jeunesse. Donc l'éducation, c'est l'affaire du gouvernement d'abord. D'accord, bon. Le ministre peut trouver qu'il n'y a rien de noir, mais moi je me dis toujours que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour intéresser les jeunes à l'instruction et également demander aux parents d'être responsables. Parce qu'on n'a pas évoqué le rôle des parents, mais les parents ont également une responsabilité, peut-être très lourde également, hein, sur la même balance que celle de l'État. Donc il faut que l'État tchadien prenne en main et de manière sérieuse l'éducation de la jeunesse tchadienne. Et il faut également que les jeunes eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils croient qu'aller à l'école leur permet d'avoir le diplôme. Non, aller à l'école et faire l'école, c'est deux choses tout à fait distinctes. Hein, nous sommes un pays agricole. Dans la cour de nos établissements, nous voyons des chèvres, des bœufs traîner. On ne va pas leur donner de diplôme à la fin de l'année parce qu'ils traînent là dans la cour. Les élèves doivent savoir qu'aller à l'école ne suffit pas, mais il faut faire l'école. Il faut faire l'école. Merci. Madame, votre dernier mot. Et les enseignants, naturellement, il faut qu'ils s'adonnent au travail. Parce que tout laisse croire que, mais non, en réalité, ils ne sont pas les premiers responsables, mais toujours est-il qu'ils doivent donner également le meilleur d'eux-mêmes. Merci, Madame Albatoul, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est d'encourager les enseignants à faire mieux, de demander aux parents de prendre leurs responsabilités, de demander à tous les responsables scolaires à tous les niveaux d'appliquer les textes et de ne pas être complices avec leurs agents. Merci vraiment sur cette note de satisfaction. L'émission prend fin. Dans le cadre du deuxième anniversaire de l'investiture du troisième mandat en cours du chef de l'État, nous avons reçu sur ce plateau M. Abdelkirim Seyd Bouch, ministre des Enseignements secondaires et de formation professionnelle, administrateur civil de son État. Il est titulaire d'une maîtrise en droit. Madame Albatoul Zakaria, le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation, enseignante de formation. Elle a été plusieurs fois ministre et députée. M. Mbolbari Ngalaou, inspecteur général de l'enseignement secondaire. C'est un enseignant de formation, professeur de philosophie. Il est le secrétaire national à l'information au bureau exécutif du syndicat des enseignants du Tchad 7. Merci.